Notre travail, ce n'est pas de hiérarchiser les terroristes, désigner les bons et les méchants terroristes, les petits ou les grands. Avec les terroristes, il n'y a pas à tergiverser. Nous sommes dans un hélicoptère de l'armée russe. À l'intérieur, des journalistes accrédités par Moscou, tous équipés de casques et de gilets pare-balles. Nous nous dirigeons vers Palmyre, en Syrie, qui vient d'être reprise à l'État islamique. À notre tête, le général Konashenkov, chargé de vendre les bienfaits de l'intervention russe dans le pays. Nous voulons montrer comment nous luttons contre les terroristes et aussi comment nous venons en aide aux civils. Ils ont besoin de nourriture, de médicaments. Ils ont besoin de tous les produits de première nécessité. C'est grâce au bombardement russe que l'armée de Bachar el-Assad a pu reprendre la ville. Un succès qui valide, selon les deux alliés, leur stratégie militaire. Nous arrivons enfin sur zone. Palmyre et son site archéologique millénaire. Daesh en a dynamité une partie. Le symbole, selon notre guide, de la barbarie du groupe terroriste qui a frappé les habitants. Quelle a été la réaction des gens à l'arrivée des armées syriennes et russes? Eh bien, ils ont réagi comme des gens qui ont été humiliés, exterminés, puis libérés de cet asservissement. Mais l'armée syrienne a aussi bombardé les civils de la région. Quelle ville a été bombardée? Palmyre? Qui vous a raconté ça? C'est dans la presse européenne. Ah oui? Eh bien, vous devriez plutôt regarder avec vos yeux. Tout ce que nous avons le droit de regarder avec nos yeux, donc, c'est le travail des démineurs russes. Daesh a truffé la ville d'explosifs. Vous allumez vos caméras et vous vous mettez à l'abri. Allez, allez, ne perdez pas de temps. Et maintenant, écoutez attentivement. Des explosions plutôt que des questions. C'était quoi ce bruit? Écoute, moi je ne fais pas de télé-réalité. Tu as dû me confondre avec quelqu'un d'autre, ok? Tu as compris ce que je voulais dire? Je ne suis pas ton acteur, j'ai un travail à faire ici. Pas commode, le général. Et toi là-bas, traverser un champ comme tu viens de le faire, c'est interdit, t'as compris? La France, les États-Unis et plusieurs ONG ont accusé l'aviation russe de bombarder à l'aveugle tous les ennemis de Bachar el-Assad et de ne pas épargner les populations civiles. Mais ça, bien sûr, personne ne nous en parlera ici. La ville est marquée par les combats. Au sol, les restes des mines cachées sous l'asphalte. À notre arrivée, le gouverneur sort son plus beau sourire pour remercier les libérateurs russes. Aujourd'hui, la ville est complètement libérée des terroristes de Daesh. Nous les avons chassés. Et maintenant, grâce à l'aide des démineurs russes, nous avons commencé à nettoyer la ville afin de nous débarrasser des engins explosifs. Tout le monde est content. Et pourtant, les habitants doivent-ils vraiment remercier l'armée russe et surtout son allié, le régime de Bachar el-Assad? Le premier à avoir contesté la version officielle de la chute de Palmyre a été son ancien procureur général. En février dernier, l'homme qui a fait défection depuis accuse Assad d'avoir laissé tomber volontairement la ville. Bachar el-Assad a utilisé la prise de Palmyre par l'État islamique pour dire au monde, via les médias, l'État islamique a pris la ville au centre de la Syrie et maintenant il menace Homs et il va tuer, il va exterminer les Alaouites et les chrétiens. Il s'est dit que les crimes de Daesh et les destructions des sites archéologiques et de la cité antique
allait retourner l'opinion publique et diaboliser l'opposition syrienne libérale. Pour vérifier les propos de l'ancien procureur, nous partons à Gaziantep, en Turquie, une ville où des milliers de Syriens se sont réfugiés. Nous avons rendez-vous avec Khaled, qui vivait à Palmyre lorsque Daesh a investi la ville. Craignant pour sa vie, il nous donne rendez-vous dans un hôtel du centre. Daesh a attaqué la ville depuis le nord et le nord-est. Avant d'atteindre ses positions, l'État islamique a parcouru de longues distances, depuis Raqqa et Deir ez-Zor. C'est à 200 km de là. Et la route est dans une zone désertique. Daesh était à découvert pendant tout ce temps. L'aviation syrienne aurait pu frapper les colonnes de voitures et de blindés avant qu'ils n'arrivent à Palmyre. C'était une cible de choix, mais personne ne les a attaqués. Une version impossible à vérifier. Mais lors du voyage en Syrie aux côtés des Russes, nous allons tenter au moins d'interroger les autorités à ce sujet. Ça tombe bien, aujourd'hui nous sommes en visite à Damas, la capitale. Nous traversons une ville remplie de portraits de Bachar el-Assad jusqu'au tout nouveau ministère de la Réconciliation. Il va arriver par cette porte. Faites de la place. Enlevez ce gilet pare-balles qui traîne là. C'est le ministre en personne qui prend le temps de répondre aux accusations d'abandon de Palmyre aux mains de Daesh. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jour-là, il était impossible de faire décoller les avions. La météo empêchait tout survol de la zone. Par ailleurs, notre préoccupation était surtout d'évacuer les civils en lieu sûr. Honnêtement, pour l'État syrien, il s'agissait d'une retraite tactique plutôt que d'une défaite. La version officielle, ce serait donc la météo qui aurait empêché l'armée syrienne de défendre Palmyre. Là encore, une information difficile à vérifier. Nos accompagnateurs russes préfèrent nous montrer la manière dont ils imposent la paix dans le pays. Direction le nord-est de Damas. Aujourd'hui, les chefs de deux grandes familles de la région signent un accord de cessez-le-feu. Ils s'étaient soulevés contre Bachar el-Assad. L'accord est écrit en arabe, mais aussi en russe. D'ailleurs, ce sont plutôt les Russes qui donnent les ordres. S'il vous plaît, reculez un petit peu pour que chacun puisse voir. Encore un petit peu en arrière. Vous, sur le côté, vous pouvez commencer à signer. Non, ça c'est l'exemplaire en russe, pas besoin. Mais je peux signer. Vous voulez signer le russe? Comme vous voulez. Aujourd'hui, ils signent un accord de cessez-le-feu. Ils s'engagent à ne plus attaquer l'État syrien et à déposer leurs armes. Ils s'engagent aussi à ne plus collaborer avec des terroristes. Sauf que la définition de terroriste en russe n'est pas très nuancée. C'est ce que nous confirme le général Konashenkov. Pour lui, Daesh et tous les autres opposants à Bachar el-Assad, c'est la même chose. Qui sont les terroristes dont vous parlez? Vous savez, nous ne raisonnons pas comme vous. Notre travail, ce n'est pas de hiérarchiser les terroristes, désigner les bons et les méchants terroristes, les petits ou les grands. Avec les terroristes, il n'y a pas à tergiverser. C'est grâce à cette philosophie que l'armée syrienne a repris du poids. Elle avance sur plusieurs fronts. Daesh et les autres mouvements rebelles, même bien plus modérés, reculent. Mais les Russes ne veulent pas nous montrer qu'une image brutale. Ils organisent devant nous une distribution de nourriture avec leur drapeau sur les paquets. Il y a écrit « La Russie est avec vous ». De ce côté, c'est en russe, et de l'autre, en arabe. Enfin, ils nous emmènent dans la ville d'Al-Qaryataï. 4 jours plus tôt, elle a été libérée de Daesh. Les prêtres catholiques, qui avaient fui juste avant l'invasion, retrouvent leur monastère, détruit. Pour eux, en tout cas, aucun doute, dans le pays, leur pire ennemi, c'est bien l'État islamique. Ici, les hommes de Daesh ont voulu imposer leur religion à tout le monde.
Ils ont kidnappé des chrétiens et les ont échangés comme de la marchandise. Ils les vendaient ou les achetaient même. Et ils les ont tués aussi. Dernières heures en Syrie. Avant de nous ramener, les Russes nous promettent que leur prochaine étape, c'est la reprise de Raqqa, la capitale de l'État islamique. La bataille ne devrait pas tarder à commencer. Ils oublient d'ajouter que si Daesh a laissé des ruines derrière lui, Bachar el-Assad n'a pas fait beaucoup mieux. Et le dictateur risque bien, grâce au soutien de Moscou, de rester en place. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice. La chasse aux homos, ils appellent ça un safari. Les groupes anti-homos se font même concurrence, gloire aux plus cruels d'entre eux. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. C'est la nouvelle mode sordide en Russie. Des groupes d'extrême droite postent sur Internet des vidéos comme celle-ci. Sous prétexte de s'en prendre à des pédophiles, des hommes au crâne rasé, parfois accompagnés de jeunes femmes, agressent des homosexuels, les frappent, les humilient. Puis, ils diffusent des images. Parfois, ils appellent les parents ou les employeurs de leurs victimes pour annoncer leur homosexualité. Et pire que tout, ils les arrosent d'urine. Selon eux, une manière de les purifier. L'homme à l'origine de ces vidéos, le voici, Tessak, en russe, la machette. Il a créé un site qui compile les scènes d'agression d'homosexuels. Ce n'est pas un inconnu. Sur Internet, il pose fièrement, muscles gonflés ou devant des croix gammées. Il a déjà passé 3 ans en prison pour incitation à la haine raciale. Après les étrangers, ses nouvelles cibles, les homos. Mais pour lui, rien de critiquable, ce sont les pédophiles qu'il vise. Moi, j'ai déjà attrapé 80 pédophiles en un an, et tous les autres groupes réunis en ont attrapé environ 600. Pour moi, le seul moyen d'arrêter les pédophiles, c'est de les dénoncer publiquement. C'est la seule chose à faire. Mais très vite, le discours devient plus franc. Pour la machette, pédophiles et homosexuels, c'est la même chose. Si le monde entier soutient les homosexuels, pas de problème. Prenez-les, emmenez-les chez vous, n'importe où, emmenez-les en Europe. Et avec eux, on vous refourgue les terroristes tchétchènes. Et on vous met aussi dans le paquet les travailleurs immigrés tadjiks. S'il vous plaît, prenez-les tous, on les déporte tous. Un discours qui serait passible de poursuite en France, mais qui ne pose pas de problème en Russie. C'est ce qui inquiète Igor Yassine, l'un des rares militants de la cause homosexuelle qui accepte de s'exprimer publiquement. Voilà comment les petits groupes piègent des jeunes homos. Ils se mettent en contact avec eux via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des hommes adultes qui cherchent des relations sexuelles, parfois tarifées. Quand ils se rencontrent, l'ado est attrapé et humilié devant la caméra. Beaucoup de ces jeunes ont alors des problèmes à l'école, dans leur famille. Ils plongent dans la dépression, la terreur, et ça pourrait les pousser jusqu'au suicide. Pour Igor Yassine, la création de ces milices n'est pas une coïncidence. Elles sont nées au lendemain des premières lois régionales punissant la propagande homosexuelle il y a 1 an. La loi fédérale a été votée en juin dernier à plus de 90%. À chaque fois, les manifestations contre le texte ont été violemment réprimées par la police, avec la complicité des milices d'extrême droite. Regardez, le manifestant est attaqué par un fasciste. La police arrive et embarque la victime, pas le fasciste. Les manifestants pro-gays tabassés, les milices anti-homo en revanche, continuent leurs agressions en toute impunité. Pas d'arrestation, pas de condamnation.
On comprend mieux la bienveillance des autorités en écoutant Vitali Milonov, député du parti de Vladimir Poutine et à l'origine de l'une des premières lois anti-homo dans le pays. Je ne crois pas que ces groupes s'attaquent aux homosexuels. En fait, ils s'attaquent aux pédophiles. Le fait que la plupart des pédophiles soient aussi des homosexuels, c'est le problème des homosexuels, pas de ces groupes qui les attaquent. Traduction, ce sont les victimes qui sont condamnables, pas les bourreaux. Comble de l'impunité de ces milices, les vidéos postées par Tessac, la machette, sont sponsorisées par une marque de produits de musculation, 1 000 $ la vidéo, en échange d'un bandeau en bas de l'écran. Harceler des homosexuels en Russie, ça peut même rapporter de l'argent. Résultat, des petits groupes se forment partout dans le pays. Il y en aurait déjà 35 et leur nombre augmente. Rostov, dans le sud de la Russie. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice, la chasse aux homos, ils appellent ça un safari. Pour moi, les safaris, c'est un sport extrême. C'est vraiment une super sensation. À chaque fois, c'est comme de l'adrénaline. Les groupes anti-homo se font même concurrence, gloire aux plus cruels d'entre eux. Cette vidéo a remporté un prix. C'était lors d'un concours organisé par tous les groupes comme le nôtre dans le pays. On a envoyé nos meilleures vidéos et c'est celle-là, la nôtre, qui l'a emportée. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. Plus d'1 million de personnes l'ont vu. Et tout le monde connaît son visage maintenant. De nombreux pays étrangers ont officiellement protesté contre l'homophobie qui règne actuellement en Russie. Aujourd'hui, le FSB sponsorise tout un tas de films, de séries télévisées. Ils ont créé un concours de la meilleure création de fiction par des anciens du KGB. Ils font donc directement du travail de propagande. Samedi dernier à Moscou, dernière joute d'un scrutin joué d'avance. D'un côté, les vainqueurs au pied du Kremlin, les jeunesses de Poutine, fidèles soutiens du président russe. Ordre, discipline et bienveillance de la police. De l'autre, à moins de 2 km de là, les perdants, les opposants à Vladimir Poutine. Deux poids, deux mesures. Le leader de l'opposition, Garry Kasparov, est emmené au poste. Il écope de 5 jours de prison ferme. Des arrestations à la dizaine pour trouble à l'ordre public. Nous ne voulons pas vivre dans le pays de Poutine. C'est une dictature. Oui, c'est un régime totalitaire, une dictature. Comment un pays peut être dirigé par un président issu du KGB? Il a été dressé pour lutter contre le peuple. KGB, Comité de sécurité d'État. Des milliers de fonctionnaires dans l'ombre pendant des années. Ils s'affichent aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Avec Vladimir Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB, mais aussi avec sa garde rapprochée, issue des services secrets. Vice-premier ministre, directeur des services de renseignement, conseiller du président, homme de l'ombre, des fidèles parmi les fidèles. L'ascension des KGBistes ne doit rien au hasard. Vladimir Poutine le suggère lui-même dans un moment d'humour en décembre 1999. Il célèbre ce jour-là la fête annuelle des services secrets en compagnie de ses collègues. Il n'est encore que Premier ministre. Je vous félicite, mes chers camarades, parce que le groupe d'agents du FSB que vous avez envoyé en infiltration au sein du gouvernement a réussi la première étape de sa mission. En quelques années, le système Poutine va intégrer au cœur du pouvoir ce que l'on nomme en Russie les tchékistes. Aujourd'hui, 30% au moins de l'élite russe serait passée par les services secrets du pays. Mais selon Olga Krishtanovskaya, sociologue, il serait plus de 70%, et encore nombreux, à cacher leur passé. Regardez par exemple le précédent Premier ministre, Mikhail Fradkov. Dans sa biographie, il y a un trou d'1 année. Puis 1 an plus tard, il se retrouve en Inde, à l'ambassade soviétique. Cela signifie que cette personne a étudié pendant 1 an à l'école des services secrets. Ces gens-là n'aiment pas beaucoup être dans la lumière, au premier plan.
En revanche, il y en a beaucoup au deuxième et troisième rang. Par exemple, derrière chaque ministre, il y en a un ou deux. Mais il n'y a pas qu'au sommet de l'État que les anciens des services ont trouvé leur place, dans les affaires aussi. Igor Golochapov était officier du KGB, service de contre-espionnage, jusqu'en 1994. Il dirige aujourd'hui une importante société de sécurité et de surveillance. Les plus grosses sociétés de sécurité sont dirigées par des anciens du KGB. Pourquoi ils sont plus influents ? C'est parce que nos principaux clients sont étrangers et que si vous avez travaillé comme espion à l'étranger, eh bien, vous avez déjà pour vous un réseau d'entreprises. Politique, business et relations publiques. Le FSB, le successeur du KGB installé au cœur de Moscou, est présent dans tous les secteurs d'activité. Andrei dirige un site internet spécialisé dans les services secrets. Il décrypte leur nouvelle méthode de communication, celle de l'ère Poutine. Aujourd'hui, le FSB sponsorise tout un tas de films, de séries télévisées. Ils ont créé un concours de la meilleure création de fiction par des anciens du KGB. Ils font donc directement du travail de propagande. Voilà par exemple. Ce film de guerre raconte les aventures d'un agent du FSB, où tous les terroristes tchétchènes sont au service d'un oligarque ou de services secrets occidentaux. Et dans ce film, le FSB sauve absolument tous les otages. Lichny Nomer, un budget de 7 millions de dollars, des consultants issus du FSB, une idéologie tout droit sortie des cartons du Kremlin. Le film a même eu droit à une séquence dans le Saint des Saints, le quartier général du FSB. Le FSB qui a désigné Lichny Nomer meilleur film de l'année dernière. Avec en épilogue un rappel à serrer les rangs autour du FSB. Ce film est basé sur des faits réels, l'histoire d'un officier russe des services spéciaux qui a été décoré héros de la Russie. Avec lui aujourd'hui, chacun de nous mène la guerre contre le terrorisme et ce combat, nous devons le gagner. Tous unis derrière Vladimir Poutine, du moins en apparence. Car autour de lui, les clans se forment et les appétits de pouvoir s'aiguisent. Entre le chef du FSB et celui de la lutte antidrogue, c'est la guerre. Deux frères ennemis, deux anciens du KGB. Ainsi, en octobre dernier, le FSB fait arrêter un général du service antidrogue. Il enquêtait sur une affaire de corruption à grande échelle qui implique des hauts responsables du FSB. Une arrestation qui a conduit son supérieur, le chef de la lutte antidrogue, à dénoncer dans la presse la guerre qui fait rage entre son service et le FSB. Briser la loi du silence, une première en Russie. Nous devons respecter des lois dans notre corporation. Et ceux dont la vocation profonde est de faire du business doivent partir. On ne peut pas à la fois faire des affaires et être un soldat. La corruption au FSB, une pratique que dénonçait Yuri Tchikatchishine, un journaliste de Novaya Gazeta, mort très mystérieusement il y a 3 ans. C'est son assistant, Roman Schleinov, qui a poursuivi l'enquête. Selon lui, la guerre des clans ne peut que se durcir. Avec le scrutin présidentiel de mars prochain, c'est la redistribution des pouvoirs et donc des richesses du pays qui est en jeu. Ce sont des amis de longue date du président, mais ils ne sont pas du tout amis entre eux. Et chacun essaie d'attirer l'attention du président vers soi. L'attention du président est précieuse, car elle permet d'asseoir son influence sur de nombreux secteurs d'activité et de l'étendre, pas seulement dans leur travail habituel, opérationnel, mais aussi dans le domaine économique. 4 ans après la révélation du scandale, aucun officiel n'a été poursuivi. Dans cette guerre de service, c'est le FSB qui a aujourd'hui le dessus. Autrefois, au temps de l'URSS, le Parti communiste contrôlait le KGB. Alexei Kondaorov, général à l'époque, aujourd'hui député, est inquiet. Pour lui, jamais les tchéquistes n'ont été aussi incontrôlables. À part le président, aujourd'hui, personne ne contrôle le FSB. Ni le Parlement, ni le Sénat, ni la société civile, ni même le gouvernement. Tout cela n'ont aucun moyen de contrôle. À part Poutine, personne ne peut dire non au FSB. Les tchéquistes aujourd'hui ont le vent en poupe et s'afficheraient presque. En plein centre de Moscou, le restaurant L'Épée et le Bouclier, l'emblème du KGB. C'est le rendez-vous des tchéquistes, dont le quartier général est à quelques centaines de mètres. Ici, on est en famille, même les portiers ont travaillé au KGB. J'ai travaillé 23 ans là-bas, maintenant je suis retraité. Il y a de la nostalgie chez les gens qui viennent ici? Oui, bien sûr.
Vous croyez que je ne suis pas nostalgique de l'État soviétique? Je suis nostalgique, bien sûr. Et vous avez travaillé là-bas? Oui, oui. Sur les murs de l'établissement, les héros locaux, les chefs tchéquistes responsables des sanglantes purges staliniennes. Dzerzhinsky, Yagoda, Liejov, Beria, l'histoire des services secrets du pays. Avec à la place d'honneur Vladimir Poutine, celui qui a redonné tout son honneur à la vénérable institution.